Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve que dans la vie de tous les jours ou bien en finance, on le verra après, il n'y a rien de pire que d'avoir des intérêts non alignés. Vous savez, quand vous avez une relation avec quelqu'un, une relation qui soit financière ou non, que ce soit un contrat ou non, que ce soit avec une personne ou bien une entreprise, vous n'avez pas des intérêts alignés si vous n'avez pas de but commun. Et en général, ça se passe jamais vraiment très bien. Il y a toujours une des deux personnes qui perd. Et je vais vous raconter une anecdote perso. J'ai longtemps eu une mauvaise vue. J'avais des lentilles et j'allais voir la même ophtalmo très régulièrement pendant, je sais plus de 10 ans pour faire les trucs classiques, tester la vue, faire un fond de l'œil, etc. Ce genre de choses. Et cette ophtalmo ne m'a jamais parlé des opérations des yeux. Bien sûr, je savais que ça existait et j'ai uniquement craqué quand j'ai vu plein de personnes autour de moi se faire opérer à la même clinique. Donc j'ai finalement craqué, je suis allé me faire opérer des yeux et ça a changé. Alors je ne vais pas dire changer ma vie, ce serait un peu gros, mais en tout cas, ça m'a énormément aidé. Ça a été un confort incroyable pour moi. Je faisais beaucoup de sport à l'époque et tout d'un coup, ne plus avoir de lentilles, ne pas avoir à faire ces gestes le matin, le soir, nettoyer les lentilles, etc., pouvoir aller sous l'eau sans problème, pour de la plongée, peu importe. Enfin bon, bref, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable et je me suis dit, mais comment est-ce possible d'être ophtalmo aujourd'hui et de même pas mentionner une opération des yeux? Alors attention, je sais que ça coûte cher, ça coûte de mémoire 3 000 €, enfin c'est ce que ça a dû me coûter pour les deux yeux, je crois. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est quasi pas remboursé, je crois, par les mutuelles ou très faiblement, mais peu importe, c'est quelque chose qui doit être mentionné. Et évidemment, ce que je me suis dit après coup, c'est je ne suis pas allé chez l'ophtalmo depuis 15 ans. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, un conflit d'intérêts? Et je pense d'ailleurs que dans le monde des ophtalmos, mais vous me direz si vous êtes du métier, je ne connais pas du tout, il y a ceux qui font l'ophtalmologie classique et qui n'opèrent pas, et qui ont donc un conflit d'intérêts avec leurs patients, j'ai envie de dire, et puis les autres qui opèrent et donc qui voient les patients globalement qu'une seule fois. Et quand on se met à réfléchir à toutes ces situations où il y a un conflit d'intérêts, alors là c'est sans fin, on se rend compte qu'effectivement le plombier n'a pas intérêt à ce qu'on ait plus de fuite pendant 20 ans, le garagiste n'a pas intérêt à ce qu'on ait plus de besoin de lui pendant 20 ans, même chose pour un constructeur de voiture, il a intérêt à ce qu'on remplace notre voiture le plus vite possible, idéalement par un modèle plus cher, c'est vrai pour les vendeurs de vêtements, etc., etc. Mais c'est même plus que ça, quand je dis que le plombier ou le garagiste ont intérêt à ce que la voiture tombe en panne ou ce qu'on ait une fuite, alors évidemment on va se poser des problèmes si ça arrive 3 mois après, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que la plupart des gestes de plomberie ou même de réparation de voiture, vous pourriez les faire vous-même, ça prendrait 5 minutes pour mettre un peu les mains dans la plomberie, je peux en tout cas en parler. La plupart des choses sont extrêmement simples à faire et plutôt que d'appeler un plombier, de prendre du temps, etc., vous pourriez, il y a beaucoup de gestes qui prennent finalement 10 minutes, un quart d'heure à faire. Je ne vais pas trop rentrer dans la théorie économique, mais si vous êtes intéressé par en apprendre plus, sachez qu'on appelle ça un problème principal agent en économie. On parle souvent de théorie de l'agence. Et pour une autre anecdote, quand j'étais petit, on se battait souvent pour avoir la plus grosse part de gâteau, c'est un classique, jusqu'au jour où on m'a appris à couper un gâteau. Vous allez essayer chez vous. La règle, elle est toute simple, c'est celui qui coupe le gâteau se sert en dernier. Et vous allez voir que ça change tout, parce que si la personne qui coupe le gâteau en premier a le choix de prendre la part qu'il souhaite, il va évidemment, il y a un désalignement des intérêts, et il va couper une grosse part, plus grosse que les autres, enfin potentiellement, tout le monde ne réagit pas comme ça, et il va prendre cette part-là. Alors que si la personne qui coupe va prendre la dernière part, alors lui est vraiment incité à ce que toutes les parts soient égales, puisqu'il va prendre la plus petite. S'il fait la moindre erreur de coupe, il va prendre la plus petite. C'est vraiment ce qu'on appelle un alignement des intérêts. Et je vais vous reparler du code d'Hammurabi, je dis reparler parce que je suis sûr d'en avoir déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est un texte juridique babylonien qui date d'environ 1750 avant Jésus-Christ. Je crois que c'est le premier texte juridique connu, qui est gravé sur une stèle qui est visible au Louvre. C'est vraiment une pièce magnifique, noire, brillante, enfin bon, qui est imposante en plus, donc je vous conseille, si vous êtes de passage au Louvre d'aller la voir. Et parmi les articles de ce code, il est mentionné des lois sur la construction de maisons. Et si une maison s'effondre et tue son propriétaire, le constructeur sera lui aussi tué. Et si c'est le fils du propriétaire qui meurt, alors le fils du constructeur sera tué. S'il perd un bras, c'est le fils du constructeur qui perdra un bras également, etc. Là, on est à fond dans l'alignement d'intérêts. Et de mémoire, cette histoire, je crois que je l'ai lue dans le livre de Nassim Taleb, Skin in the Game, et donc j'ai probablement dû en parler dans une vidéo que j'avais fait sur le sujet, donc qui est très similaire finalement à ce qu'on discute aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de répéter cette anecdote parce que je la trouve vraiment, vraiment drôle.
drôle. Donc on le voit, que ce soit pour couper un gâteau, parce que je parle de gâteau, mais c'est la même chose pour un héritage. Imaginez qu'une personne doit faire des lots pour dire, voilà, ici on met la maison de machin, là on met tel truc, etc. Faire 2 ou 3 lots égaux. C'est sûr que si cette personne doit prendre le dernier lot, alors elle va faire un énorme effort pour que les lots soient le plus égaux possible. On voit à quel point c'est important de mettre des bonnes règles dès le début. Imaginez si le plombier n'était pas payé, 200 € pour réparer la fuite, mais si il était payé ensuite 20 € par année sans fuite. Est-ce qu'à votre avis, il ferait mieux son travail? Est-ce qu'il mettrait des produits de meilleure qualité, etc. Je vous laisse y réfléchir. Et dans le même genre, on a évidemment l'obsolescence programmée. Vous savez, un constructeur qui produit de la trop bonne qualité va perdre du chiffre d'affaires, donc il sera incité à pousser au renouvellement de ses produits, c'est bien connu. Et l'un des premiers exemples, c'est l'entreprise chimique DuPont qui, dans les années 40, lance de nouveaux bas en nylon, puisque c'est l'arrivée du nylon à cette époque-là. Les bas précédents, avant le nylon, étaient très fragiles et les nouveaux bas en nylon peuvent durer des mois. Résultat, après le rush initial sur ces produits, les ventes diminuent, c'est normal, les produits sont super solides, personne n'en rachète. Donc l'entreprise modifie la fabrication du produit, notamment en diminuant les additifs qui protègent le nylon contre les UV pour diminuer leur durée de vie. Alors évidemment, on a tout de suite tendance à penser à la qualité, puisque réduire la qualité, ça a un effet direct sur l'obsolescence des produits. Le problème de la qualité, c'est qu'évidemment, l'image de marque du produit du produit et de l'entreprise qui l'a produit va baisser. Donc il y a d'autres moyens. Les entreprises sont très intelligentes quand il s'agit d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc il y a la mode, par exemple, les entreprises de vêtements poussent à la fast fashion, à une mode très rapide. Pourquoi? Parce que ça permet l'obsolescence du produit sans forcément jouer sur la qualité. Il y a le design aussi. Par exemple, les voitures jouent beaucoup là-dessus. Au départ, la Ford T, je crois qu'elle a duré 19 ans. Elle avait une durée de vie immense jusqu'à ce que petit à petit, les voitures améliorent leur design justement pour pousser les anciens modèles vers l'obsolescence. Comme ça, quand on voit une voiture, on voit tout de suite qu'elle est vieille et ça nous attire beaucoup moins parce que la mode change régulièrement, y compris pour les voitures, en tout cas en termes de design. On a aussi d'autres possibilités comme les dates de péremption. On peut jouer là-dessus, on peut raccourcir les dates de péremption pour pousser au renouvellement des produits. On peut ne plus produire de pièces de rechange, par exemple. Donc le moindre petit pépin, mais qui était prévu, normal, etc., va faire que le produit est inutilisable. On peut changer les chargeurs. Vous voyez bien ce qu'Apple fait. Tous en changeant le petit embout du chargeur qui rend obsolète les précédents modèles, etc. Je pense que vous êtes habitués avec ça. L'obsolescence programmée, c'est pas toujours bête et méchant. Il y a des petits moyens subtils pour le faire. Et évidemment, dans le monde bancaire et financier, on n'échappe pas aux problèmes d'agence. La banque a-t-elle intérêt à vous prévenir quand vous êtes à découvert? A-t-elle intérêt à vous vendre des produits avec des frais faibles ou des frais importants? Est-ce que la banque a intérêt à être transparente sur ses frais? Est-ce qu'elle a intérêt à vous expliquer comment investir votre argent tout seul, à ce que vous soyez autonome? Ou, pour sortir un petit peu de la banque, est-ce qu'un courtier qui ne propose pas de PEA à ses clients va vous parler de cette enveloppe fiscale? Donc pour répondre à la question du titre, non, il n'y a pas une volonté des banques de vous arnaquer, c'est tout simplement un problème d'alignement des intérêts. La manière dont sont construits les produits, la manière dont les banques gagnent de l'argent, parfois même les conseillers en gestion de patrimoine, c'est ça qui pose problème. Votre conseiller bancaire, votre conseiller en gestion de patrimoine, il n'a pas une volonté de vous arnaquer, c'est juste que tout les incite en fait à aller dans cette voie. Et c'est important dans notre vie de tous les jours et encore plus dans notre vie professionnelle d'aligner ses intérêts parce que cette notion de problème de principal agent, ça existe dans toutes les relations, je vous disais par exemple entre salariés et employeurs, mais il y a des trucs. On sait que de donner des intéressements, de la participation aux employés fait qu'ils sont intéressés aux résultats de l'entreprise. Même chose chez les PDG. Boeing par exemple, qui a une performance catastrophique depuis quelques temps, a vu son PDG surpayé, donc ça met un petit peu ça fait un peu la une des journaux récemment. On voit qu'il y a un problème ici à nouveau d'alignement des intérêts et d'incentive, comme disent les anglo-saxons, qui fait que ça va provoquer un mauvais comportement de la part du PDG s'il n'est pas aligné avec la performance de l'entreprise. Donc vous l'avez compris, cette notion d'alignement des intérêts, j'y suis très sensible et j'essaye de me la poser le plus souvent, j'essaye de me poser cette question donc le plus souvent possible. Et normalement, à ce stade-là, vous devriez vous dire, mais quel est son intérêt à lui? Alors, je vais vous dire exactement mon intérêt. Mon intérêt, quand vous regardez ces vidéos, c'est que vous cliquiez sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo ou de ce podcast pour soit vous abonner au service de Zone Bourse, soit suivre ma formation sur l'investissement en bourse. Mais pour faire ça,
de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir un grand nombre de vues pour ces vidéos ou un grand nombre d'écoutes pour ces podcasts. Et de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de likes et de commentaires pour que YouTube mette YouTube ou Apple Podcast ou Spotify mettent ces vidéos et ces podcasts en avant. Et comment faire de mon côté pour avoir plus de likes et de commentaires? Déjà, je peux vous les demander, mais aussi, c'est surtout d'essayer de faire des vidéos ou un podcast de qualité. Voilà, c'est bon, on est sauvé. On a un alignement des intérêts entre vous et moi. Mais c'est vraiment, plus sérieusement, c'est vraiment une question à se poser et qui est très très importante parce que sinon, on peut vite se retrouver dans des situations qui sont un peu pourries. Et finalement, c'est pas la faute des participants eux-mêmes dans cette relation, c'est juste que les gens sont naturellement incités à ce que ça marche pas. Alors que dans d'autres cas, on peut mettre des règles parfois très simples pour qu'on ait tous un intérêt commun. Voilà, ça m'intéresse énormément, alors encore plus que d'habitude, des exemples de conflits d'intérêts que vous avez vus, de non-alignement des intérêts ou de petites règles simples qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour être sûr qu'on soit tous sur la même ligne. Donc mettez-moi ça en commentaire et c'est pas juste pour le référencement. Voilà, merci à tous et à bientôt.